Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio. Ce soir, encore 30 minutes pour donner son avis, discuter tous ensemble du football européen. Bonsoir à ceux qui sont dans les commentaires, ça fait plaisir de vous revoir. Écoutez, ce soir, deux petits sujets. Première chose, c'est la valse des entraîneurs qui nous a été, comment dirais-je, initiée par le Bayern Munich et puis ensuite prolongée par Antonio Conte. Mais au-delà de ces deux cas particuliers qui inclut aussi Thomas Tuchel, on verra qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui peuvent bouger, soit avant cette fin de saison, mais plus probablement au marché estival. Donc voilà, je pense que c'est important de faire un petit point. On est quasi au mois d'avril. La fin des championnats et des Coupes d'Europe va être début juin. Donc il ne reste plus qu'un mois et demi à peu près de compétition. 2 mois de compétition, pardon. Donc voilà, donc ça va se prolonger, ça va s'annoncer très très rapidement. Donc on va faire un petit point là-dessus. Et puis je suis pas fervent adorateur, vous savez, des réunions internationales de football international. Mais quand même, j'ai jeté un œil à l'équipe de France et je parle, je vous demande un petit peu, et moi aussi je vais donner mon avis, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette nouvelle équipe de France, point d'interrogation, pour savoir si elle est vraiment nouvelle ou pas, déjà, et puis qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà. Voilà un petit peu le programme de la soirée. Après, si vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder, n'hésitez surtout pas. Vous savez très bien que, encore une fois, comme d'habitude, ce sera avec grand plaisir que j'essaierai de réagir, de répondre, si ce sont des questions, à tous vos commentaires. Voilà. Ça commence fort. Bonsoir à tous. Pour une fois, je suis là. Non, pas pour une fois. T'es toujours là, Forza Juve, donc c'est cool. Enfin, toujours, souvent. Si Galtier est limogé, les clubs engagés en Ligue des Champions doivent foncer sur lui, car grande chance de gagner la Ligue des Champions. Les matchs entre pays, pas regardés. Ouais, oui, je pense qu'on est beaucoup comme ça. En l'occurrence, donc voilà. Alors oui, effectivement, t'as tout à fait raison. C'est vrai que avec l'historique des entraîneurs du Paris Saint-Germain, c'est très très important d'aller très très vite chercher cet entraîneur, Galtier, parce qu'il y a quand même de grandes chances que de gagner une Coupe d'Europe derrière, en tous les cas. Si j'étais Chelsea, j'arrêterais avec Harry Potter et je pense que je passerais à Galtier. Voilà, ce serait à peu près dans la même lignée, ce serait marrant. Donc voilà. Et puis alors, Campos à Chelsea, je pense que c'est le Graal absolu. Il y a, je sais pas, il y a 70 joueurs sous contrat. Là, Campos, monsieur 30%, monsieur 30%, il prendrait, mais alors comme jamais. Je pense que Galtier-Campos, la vraie équipe qui leur va, c'est Chelsea. Mais on en parlera un petit peu plus tard parce que effectivement, de toute façon, c'est quelque chose qui est réel. C'est-à-dire que la succession de Galtier et de Graham Potter aussi à Chelsea est réelle. Donc justement, on va commencer avec la valse des entraîneurs. C'est ça qu'on s'est dit. Donc ça a été initié en grande pompe avec pertes et fracas par le Bayern. Un Bayern qui est sur 8 victoires en Ligue des Champions. Combien de matchs 4 ou 5 matchs 4 matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, 0 but encaissé. Deuxième de Bundesliga, mais ils étaient premiers jusqu'à la journée précédente. Et qui licencie Julian Nagelsmann comme ça du jour au lendemain pour embaucher Thomas Tuchel. Alors on va reprendre là-dessus, on va reprendre un petit peu tout l'historique, un peu comprendre comment est-ce qu'un club qui a priori a des performances qui sont incroyables, le Bayern, et en Ligue des Champions et en championnat, parce qu'être deuxième de Bundesliga à 1 point, je crois, de Dortmund, c'est pas non plus insultant. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés à virer Julian Nagelsmann? Donc juste, je fais un petit point. Comme sujet, je propose de parler quelques secondes de ce joueur sorti de nulle part qui cartonne avec l'équipe d'Italie. Alors, oui, Retegui, je suppose. On en a parlé un petit peu la semaine dernière parce que je l'ai découvert en live. Je ne savais même pas qu'il existait. Donc voilà, donc il faut le dire. Je ne suis absolument pas le football international ou très peu. Et donc Retegui, effectivement, je l'ai découvert en live hier, enfin jeudi dernier. Donc voilà, effectivement, depuis, il a cartonné, mais on va en parler un petit peu après dans les équipes nationales. On va parler de l'équipe de France, mais on pourra
pourra parler d'autres sélections. La valse des entraîneurs, donc oui, Julian Nagelsmann s'est fait virer du jour au lendemain pour embaucher Thomas Tuchel. Alors, d'après ce que j'ai pu lire, parce que j'ai essayé de comprendre, comme tout le monde, quelle était la motivation de ce licenciement, alors que Nagelsmann est annoncé comme un espèce de demi-dieu du football. C'est un entraîneur génial, en tous les cas tout le monde le dit, et c'est vrai qu'il nous a surpris par le passé, que ce soit avec Leipzig ou avec Hoffenheim, il a fait des choses extraordinaires. Avec le Bayern, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que le Bayern est habitué à un standard de performance qui est très très élevé, avec des victoires, consistante, constante, et le Bayern ne tolère pas les essais et les échecs, très clairement. C'est ça, de temps en temps, qui fait que, je sais pas, par exemple, on prend De Zerbi est un très très bon entraîneur, à mon sens, sur le papier. Maintenant, est-ce qu'il va réussir avec la pression inhérente à un grand club, le jour où il prendra un grand club du type, je sais pas, parce que je pense pas tout d'un coup qu'il va passer au Real, mais du type Chelsea, du type Milan par exemple, du type l'Inter, du type, je sais pas, Liverpool par exemple, parce que bon, on va en parler aussi, mais Jürgen Klopp, je pense que là, on est en fin de DLC. Donc, ces gens, ou du type Paris, voilà, absolument. En fait, effectivement, est-ce que cet entraîneur, De Zerbi, va supporter la pression et va être aussi, libéré pour pouvoir faire des essais tactiques, technico-tactiques, comme il le fait avec les petites équipes qu'il entraîne, parce que jusque-là, De Zerbi a entraîné des petites équipes. C'était un petit peu la même chose avec Nagelsmann. Nagelsmann était vraiment décomplexé, avec des stratégies qui étaient ultra offensives, très souvent même déséquilibrées. Alors quand tu arrives au Bayern et puis que tu es capable de prendre 3 ou 4 buts dans un match, parce que ta tactique, tu as tenté un truc mais ça n'a pas du tout fonctionné, mais en fait au Bayern ça passe très mal. Alors déjà il y avait ça. Il y avait le fait que en fait il n'a pas su, ou plus exactement, il ne s'est pas freiné, il a continué à innover au niveau tactique, il a continué à créer des compositions et des équipes qui sont vraiment déséquilibrées, avec des 3-4-3 qui des fois se transformaient en 1-5-3, enfin c'était n'importe quoi de temps en temps, et j'aimerais bien que je sais pas s'il y a des supporters du Bayern ou des gens qui supportent, qui regardent plus particulièrement le Bayern, puissent m'appuyer dans ce sens-là, mais moi j'ai vu des stratégies de temps en temps en regardant des matchs du Bayern en me disant ah oui là quand même il est très très chaud. donc voilà, au Bayern en fait c'est bien d'avoir ce talent tactique, mais c'est bien aussi de se polisser un petit peu et de se dire ok, il n'y a pas que le 100% attaque, donc voilà, donc ça c'est déjà la première chose. Ça a été la première chose. La deuxième chose, a priori, c'est que pourtant il est bavarois, et avec certains cadres du vestiaire, ça s'est plutôt mal passé. On connaît l'aura et surtout l'influence de Thomas Müller dans le vestiaire du Bayern. Il l'a mis très longtemps sur le banc. Là récemment il est redevenu titulaire, mais on va dire que ça n'a pas non plus fait en sorte que l'ambiance dans le vestiaire le soutienne vraiment. A priori à la fin il n'y avait que Joshua Kimmich et un petit peu Goretzka qui le soutenaient. Tout le reste du vestiaire s'était un petit peu retourné contre lui. Il a eu des problèmes un peu avec tout le monde finalement, parce qu'il les a beaucoup challengés. Et le vestiaire du Bayern n'est pas un vestiaire qui aime beaucoup être challengé. Ce sont un peu des sénateurs, il faut quand même le dire. Ils sont conscients de leur force, ils sont conscients de leurs compétences et de leur performance, et ils ont du mal de temps en temps à être remis en question, histoire d'être remis en question. Ça leur a pas plu. Le cas de Neuer est venu par-dessus. Alors c'est pas Tuchel qui l'a créé, c'est le club qui l'a créé, mais Nagelsmann l'a certainement pas soutenu. Donc il a aussi perdu probablement Neuer. Donc peu de cadres qui le soutenaient dans le vestiaire, alors que c'était un Bavarois, parce qu'on avait dit qu'avec Ancelotti, par exemple, le fait qu'il ne soit pas allemand, qu'il soit italien, etc., ça pouvait être un problème. Bon, il s'est fait lâcher par le vestiaire, très clairement, Ancelotti.
Là, en l'occurrence, le fait qu'il était bavarois n'a pas non plus aidé Nagelsmann, vu qu'il a essayé de bouger un peu les sénateurs dans leur chaise. Les sénateurs qui ont des très bonnes performances, c'est ça qui a posé problème. Je fais un petit tour voilà, je fais un petit tour dans les commentaires. À ce que Sport Build a dit, 7 joueurs dont des cadres ne voulaient clairement plus de lui. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Absolument, tu as tout à fait raison. Par contre, Tuchel, comme premier match avec le Bayern, le classiqueur, quand on sait en plus qu'il a quitté Dortmund, comment il a quitté Dortmund, l'ambiance va être sympa, effectivement. Le Bayern, 7 coachs en 7 ans. Oui, c'est vrai, mais alors il y a quand même eu des très belles réussites dans ces 7 coachs en 7 ans, parce qu'en fait, il y a des coachs qui ont duré très très peu de temps, style Kovac, style 3 mois, 4 mois, un truc comme ça, et puis d'autres qui ont duré beaucoup plus longtemps, du style Flick, ou même Nagelsmann, qui est quand même à 1 an et demi. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est 7 coachs en 7 ans, mais c'est pas un coach par an. En fait, il y a eu des ratages complets, et puis des coachs qui ont duré un petit peu plus longtemps. On va revenir donc sur le cas Nagelsmann. Il y a aussi le fait que Nagelsmann a une relation amoureuse avec une journaliste sportive de Kicker, je crois, ou de Bild. Je crois que c'est Bild. Et en l'occurrence, il se trouve que ce journal avait révélé des plans de jeu du Bayern avant les matchs. Et donc, effectivement, la taupe, et je pense que d'ailleurs Nagelsmann avait utilisé ce mot-là, tout le monde pensait que c'était sa femme, enfin sa copine, parce que c'est pas sa femme, sa copine. Donc c'était un petit peu bizarre, parce que donc effectivement, le journal révélait des choses, sa copine travaillait pour ce journal, bref, c'était vraiment... Alors, Forzayouf dit, il s'est fait larguer direct le lendemain, le poissard. Alors, ça, je ne savais pas, pareil, je l'apprends en direct, merci beaucoup de me le dire. Ça c'est marrant, c'est la petite cerise sur le gâteau. Il se trouve que, en l'occurrence, cette jeune demoiselle a démissionné aussi, je crois 2 jours avant, et donc, dès que Nagelsmann s'est fait licencier, je crois qu'elle a démissionné de son poste dans ce journal, ce qu'elle aurait peut-être dû faire avant, on n'en serait peut-être pas arrivé là. Et en fait, justement, le vestiaire était un petit peu pris entre deux feux, parce qu'il faisait plus vraiment confiance à Nagelsmann, pensant qu'il était capable de révéler des choses sur le vestiaire et la vie du vestiaire du Bayern, qui est un lieu saint. Tous les vestiaires sont des lieux saints. Vous savez très bien que toutes les équipes de foot, lorsqu'il y a des fuites sur la vie des vestiaires, réagissent de façon très très épidermique. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les années 2000 justement du Paris Saint-Germain, de Halilhodžić avec la taupe, ils avaient aussi parlé de taupe là au Bayern, et c'est fréquent ce mot de taupe pour tout joueur de foot, révéler ce qui se passe dans ce lieu est sacro-saint. Donc tout ça a mené Salihamidzic et Oliver Kahn à licencier Nagelsmann, parce que effectivement, le vestiaire ne le suivait pas. Mais il y avait aussi autre chose qui a poussé le Bayern à licencier Nagelsmann de façon peut-être précipitée, parce qu'ils auraient pu quand même terminer ce mois et demi de compétition. Alors, il y avait la trêve internationale, et ils se sont dit que s'il fallait changer d'entraîneur, ce serait pendant une trêve internationale. Comme ça, le nouveau coach a 2 semaines pour prendre ses marques, commencer à travailler avec les joueurs qui ne sont pas internationaux, même s'il y en a très très peu au Bayern. Donc voilà. C'était la période, mais aussi le cas Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, c'est une histoire un peu ratée avec le Bayern. Après Dortmund, on sait que le Bayern adore vider les poches de Dortmund. Ils l'ont fait avec de nombreux joueurs, comme Lewandowski par exemple, mais pas que. Matthias Sammer, pour les gens qui sont un petit peu plus anciens, après la victoire en Ligue des Champions de Dortmund en 1997, leur joueur star, Matthias Sammer, est transféré au FC Bayern. Donc
Après, c'est un espèce de reliquat de la relation un peu bizarre, ambivalente qu'il y a entre le FC Bayern et le BVB. Pourquoi? Parce que lorsque le BVB a quasi déposé le bilan, en fait, le FC Bayern l'a supporté financièrement par divers processus. Il me semble que déjà, d'une, il y a eu des transferts, mais aussi il y a eu un prêt. Parce que, en fait, le FC Bayern s'est rendu compte qu'ils avaient besoin du BVB pour exister et pour faire vivre la Bundesliga. Donc, ils ont cette espèce de rapport que peut avoir, par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si je dois faire un parallèle, c'est ce qui s'est passé entre Microsoft et Apple, où à un moment donné, Microsoft, pour ne pas se faire démanteler pour un problème de dominance sur le marché électronique, a soutenu Apple parce que en fait ils avaient besoin d'Apple présent sur le marché, parce que sinon en fait Microsoft allait se faire démanteler par l'État américain. Donc pour excès de position dominante. Donc c'était un petit peu la même chose avec le Bayern et Dortmund. En l'occurrence, effectivement, l'histoire a été un petit peu gâchée parce que Thomas Tuchel, donc après Dortmund, après avoir quitté Dortmund de façon rocambolesque après l'attentat, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin c'était complètement dingue, il y avait eu un attentat contre le bus de Dortmund, les dirigeants l'avaient forcé à rejouer, je crois, un jour ou deux après, et là ça avait complètement brisé tout. Thomas Tuchel demandait à ce que le match soit reporté et que la direction de Dortmund le soutienne dans ce demande de report, parce qu'il considérait que ses joueurs n'étaient pas aptes à jouer, je crois que c'était un quart de finale de Ligue des Champions ou un truc comme ça, contre Monaco, ouais, voilà, absolument. Et en l'occurrence, sa direction ne le soutient pas, plie devant l'UEFA, Thomas Tuchel pète un plomb et déglingue presque à la façon de compter avec Tottenham, et on va y revenir aussi, déglingue complètement le Borussia Dortmund, et se fait bien sûr virer, ou je sais plus s'il part, enfin bref, en tous les cas ça se termine un peu mal. En tous les cas, Thomas Tuchel derrière fait sa vie, est transféré au Paris Saint-Germain, recruté au Paris Saint-Germain, et en l'occurrence, il ne va pas au FC Bayern. Et c'est ça qui... voilà, Bayern de toute façon voulait Thomas Tuchel, il pense que Thomas Tuchel est un très grand communicant, qui sait gérer les égos, qui a eu des résultats au très haut niveau, donc en l'occurrence vu qu'il a gagné la Ligue des Champions. Donc voilà, donc c'est sûr que pour eux, c'est le bon choix. Donc Thomas Tuchel était disponible. Et il se trouve qu'il y a un autre géant d'Europe qui était très intéressé, d'ailleurs il y en avait deux géants d'Europe qui étaient très intéressés par Thomas Tuchel, c'est le Real Madrid et Liverpool. Le Real Madrid et Liverpool sont deux places fortes du football européen qui font rêver à peu près tous les entraîneurs et les managers d'Europe. Et il se trouve que le Real, Ancelotti, ne tient plus qu'à un fil. Il vient de perdre en 2 semaines et demie 2 classicos. Il est à 12 points du Barça en championnat, même s'il est deuxième du championnat, vu le niveau des autres équipes espagnoles. Bon, heureusement qu'il est deuxième quand même, faut pas déconner. Et le quart de finale, c'est peut-être la seule chose de Ligue des Champions, c'est peut-être la seule chose qui le tient, mais contre Chelsea, rien n'est gagné, parce que Chelsea est une très très grosse équipe. Alors, c'est sûr que c'est une très grosse, en tous les cas, un très très gros effectif. Donc après, effectivement, ça tourne pas pour l'instant, mais Chelsea a tellement d'individualité que sur un malentendu, le Real peut passer à la porte en quart. Donc en gros, dans 2 semaines, je crois, non, oui c'est ça, à la reprise, il y a le 3e Classico qui est le match retour de Copa del Rey entre le Barça et le Real. Si Ancelotti se rate, merci, c'est gentil d'être venu. Si en quart de finale, Ancelotti se rate, merci, c'est gentil d'être venu. Donc, Thomas Tuchel était le choix quasi numéro 1 pour le Real. Et le Bayern s'est dit, c'est simple, on va encore le perdre si on ne le prend pas maintenant. Le vestiaire est contre Nagelsmann. Il vient de passer 2e du championnat contre Dortmund, ça sent mauvais, surtout que le prochain match, si le vestiaire ne se fédère pas derrière lui, c'est Der Klassiker. Donc si on doit faire un changement, c'est maintenant, c'est pas après avoir joué contre Dortmund, parce que Dortmund peut prendre 4 points d'avance. Et entre ces deux équipes qui perdent quasi pas, en tous les cas cette année, en championnat, reprendre 4 points, c'est vraiment très très compliqué. Donc ils ont décidé, finalement, quand on prend un petit peu de recul, on se dit, ouais, en fait, c'était un bon choix de le faire à ce moment-là. Ils ont décidé de se séparer de Nagelsmann et de recruter Thomas Tuchel pour ne pas le rater une 2e fois, comme quand il est parti au Paris Saint-Germain.
Donc voilà, on verra ce que ça va donner. On sait que Thomas Tuchel, lorsqu'il a été recruté en cours de saison, hein, comme ça a été le cas par Chelsea, bah à la fin c'était victoire en Ligue des Champions. Donc peut-être le Bayern s'est dit aussi, il nous a prouvé qu'en prenant une équipe en cours de match, en cours de saison plus exactement, bah il peut aller au bout. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui va... C'est pas un coach qui va demander des années pour mettre en place un système de jeu et tout. Au contraire, Thomas Tuchel, au début, ça marche très très bien. C'est plutôt dans la longueur qu'il y a des problèmes, généralement. Donc on verra bien. Et de l'autre côté, il y avait aussi Liverpool, d'ailleurs, hein, qui oui, absolument, Crécor le Droudieux. J'ai lu que la femme de Nagelsmann était la taupe du Bayern, tout à fait. C'est donc Liverpool de l'autre côté, d'ailleurs Crécor le Droudieux n'hésite pas à réagir, mais était vraiment aussi très intéressé par Thomas Tuchel. Pourquoi ? Parce que Jürgen Klopp arrive un petit peu en fin de DLC et s'il laissait trop longtemps le Bayern Thomas Tuchel dans la nature, il est très possible que Liverpool commence à pré-négocier un contrat pour la saison prochaine avec Thomas Tuchel. Je pense que par décence, Liverpool ne séparera pas de Jürgen Klopp en cours de saison. En revanche, je pense qu'à la fin de saison, il va y avoir un gros bilan de fait, et j'espère pour ce club de Liverpool, et même pour Jürgen Klopp, parce que je pense que là, maintenant, ça y est, il est arrivé au bout du processus. Ce serait bien que Jürgen Klopp aille voir ailleurs ce qui se passe, et pourquoi pas un Julian Nagelsmann à Liverpool. Je trouve que ça collerait très très bien. Bon, après, il n'y a pas que lui, hein, il y a aussi, je sais pas... J'allais dire Antonio Conte, mais bon, ça m'étonnerait que Liverpool s'attarde là-dessus. Mais Julian Nagelsmann, je pense qu'il collerait absolument parfaitement avec Liverpool, surtout après Jürgen Klopp. Donc voilà, un coach un petit peu fantasque, avec beaucoup de personnalité, qui tactiquement tente des choses, un football très très offensif, très ambitieux, et puis toujours cette espèce de filiation allemande du coaching. Moi, je trouve que ce serait une bonne chose. Donc entre le Real et Liverpool, le Bayern s'est dit, ok, c'est maintenant ou jamais, on prend Tuchel. Donc voilà. Crécor le Droudieux, je suis d'accord, faut attendre la fin de saison pour juger. Oui, en tous les cas, Jürgen Klopp, bon, de toute façon, il va pas gagner non plus 500 trucs, hein, donc voilà. Le seul club qui devrait virer son coach, on le vire pas. Je suppose que tu parles de la Juve. Oui, effectivement. Franchement, j'espère sincèrement que la Juventus, à la fin de la saison, va se séparer de Max Allegri et va passer à un coach du style, je sais pas, même Simone Inzaghi s'il s'en va de l'Inter. De Zerbi, si finalement il est recruté par la Juve, je pense qu'il viendra, hein, d'accord. Il n'entraîne pas non plus quand même le plus grand club d'Europe à l'heure actuelle, même si certainement que ce petit club de Première Ligue a plus de moyens que la Juve, mais bon voilà. S'il se qualifie en Champions League, Klopp, c'est pas sûr qu'il parte. Oui, mais alors, franchement, ce serait bizarre qu'il se qualifie parce qu'ils ont des prestations qui sont, en fait, déjà d'une pas bonnes, et de deux, très très irrégulière, c'est-à-dire qu'un coup ils vont gagner, un coup ils vont perdre, enfin bref, c'est assez bizarre. Et cet été, donc, là on est rentré un petit peu dans le détail de Jürgen Klopp et de Thomas Tuchel et Nagelsmann, et comment est-ce que le Real et Liverpool vont être des prétendants à avoir un nouveau coach. Quels sont les coachs qui sont un petit peu sur la sellette aussi dans les grands clubs? Il y a aussi donc Graham Potter, on en a parlé tout en début d'émission. Graham Potter qui n'arrive pas à faire tourner le Chelsea, et ce Graham Potter, en fait, il y a bien un moment il va sauter, parce que c'est pas possible de faire autant d'investissements et de le laisser en place, surtout avec le psychopathe là qui est aux manettes, qui est un show du carnet tchèque. Je pense que un coach comme, je sais pas, justement, pourquoi pas Jürgen Klopp, pourquoi pas Antonio Conte, un retour à Chelsea, hein, parce que lui, il est tout à fait capable de faire un truc comme ça. En tous les cas, Antonio Conte n'aurait pas d'excuses à Chelsea, parce que alors là, il peut pas dire qu'il a un manque d'effectifs, hein. Je pense que là, c'est l'effectif XXL par excellence.
tant au niveau du talent qu'au niveau de la quantité. Donc voilà. Donc je pense que Antonio Conte à Chelsea à la place de Graham Potter, je le vois bien. Un petit retour à Chelsea. En plus, il connaît bien le truc. Même si Conte a dit qu'il aimerait bien rentrer en Italie, hein, parce que malheureusement en ce moment, il a subi, je crois, 2 ou 3 pertes très proches dans sa famille. En plus, il a eu un problème de santé. Hein, il s'est fait opérer de la vésicule biliaire. Et donc, je pense qu'il a un petit coup de moins bien et il aimerait bien retourner en Italie. Après, je peux comprendre. Hein, c'est sûr que le climat italien et la nourriture italienne, ça doit un petit peu manquer dans le nord de Londres, à mon avis. Alors, ici, et là, on enchaîne Chelsea, City, Arsenal. Oui, en plus, tu vois, que record d'ordre Dieu, effectivement, pour Liverpool, ça va être un petit peu compliqué, je pense, d'accrocher la Ligue des Champions. Copex 9, bienvenue, et merci d'être là. Le vrai risque avec le Bayern sous Nagelsmann pouvait se permettre de rater le triplé. Or, avec l'arrivée de Tuchel, il n'y a aucune plus-value s'ils ne font pas le triplé. Alors, je sais pas si le triplé vraiment c'est nécessaire. Je pense quand même que le truc qui va faire la différence, et là pourquoi ils ont recruté Tuchel, et c'est ce que je disais, Tuchel a prouvé que arriver en cours de saison dans un club, ça l'empêchait pas d'avoir des grosses on va dire prestations en Coupe d'Europe et d'avoir un jeu mature très très rapidement. Et je pense que s'il gagne la Ligue des Champions, hein, c'est pas grave s'il perd le championnat et la Coupe. Je pense que ce qui manque réellement au Bayern, c'est vraiment la Champions. Donc voilà. Donc je pense que c'est là-dessus qu'ils l'attendent et ils vont de toute façon lui donner du temps. La saison prochaine, c'est sûr qu'il sera là. Et là, en revanche, effectivement, je pense que là, on l'attendra sur le triplé ou en tous les cas le doublé. Déjà, ce sera pas mal. Cricor le Drodieu, je le sentais bien quand il est arrivé, mais au final il était un peu surcoté Potter, surtout quand tu vois que Brighton fait les mêmes résultats sans lui. Ouais, absolument, Brighton est un très bon club, et un très bon club bien construit. Basé sur la data, hein, du recrutement basé sur la data. Basé sur la data ne veut pas dire qu'on recrute uniquement avec la data, mais que la data nous permet de détecter des joueurs qu'on n'aurait pas détectés sans elle. Et ensuite, bien sûr, les scouts font leur travail, hein, bien entendu. Mais oui, Brighton fait vraiment des choses incroyables. Et Graham Potter, en revanche, à Chelsea, ouais, c'est pas terrible. Je crois que c'est un petit peu trop gros pour lui. Il va falloir qu'il redescende gentiment à Southampton ou un truc dans le genre, refaire ses classes, et puis après on verra, au Brentford. Voilà. J'avais un petit sujet juste avant que l'équipe de France, quand tu auras fini le premier. Oui, bien sûr. Mais on parle trop ce soir. Non, mais c'est bien, au contraire, c'est cool, c'est intéressant. Donc il y a toujours Zizou qui est dans le coin, hein. Je vais terminer avec les entraîneurs, et puis après on va parler rapidement de la nouvelle équipe de France. Je vais terminer avec les entraîneurs. Il y a Zizou qui traîne dans le coin toujours. Zizou a très envie de prendre un club, et il est possible que ce soit finalement le Paris Saint-Germain. C'est ça les dernières news qu'il y aurait, parce que en fait le fait qu'il n'ait pas eu l'équipe de France fait en sorte que là il se dit en même temps il veut pas aller, alors peut-être la Juve, hein, pourquoi pas, mais il faudrait vraiment une refonte totale de l'effectif. La Juve, ce serait vraiment son choix numéro 1. Marseille, je pense pas, parce que pas assez de moyens. Le Paris Saint-Germain, pourquoi pas, si la Juve ne se déclare pas. Et puis ce serait à peu près tout, hein, parce que le Real, on sait jamais, mais je pense pas à un 3e retour au Real. Quoique, en même temps, le Real, quelle autre alternative ils auraient? Ils vont pas prendre Conte, je pense pas. Ils vont pas prendre, je sais pas, qui est-ce qui pourrait prendre? Ah, peut-être Jürgen Klopp. S'il part de Liverpool, c'est possible que Jürgen Klopp aille au Real. Ça, oui, ça c'est dans le domaine du réalisable. Donc voilà. Écoutez, on verra. Peut-être Graham Potter. Non, c'est une blague. Donc voilà. Zizou, donc peut-être à la Juve, mais peut-être aussi au Paris Saint-Germain. Le Real, probablement sur Jürgen Klopp, si Jürgen Klopp saute de Liverpool. Nagelsmann, je le vois bien à Liverpool, on verra à la fin, mais moi c'est comme ça que je vois le truc. Et puis il y a aussi les clubs italiens qui vont avoir un petit peu de turnover, hein. Donc on parlait effectivement de la Juve, mais je pense que Simone Inzaghi, s'il atteint aucun des objectifs de l'Inter, va sauter aussi, et il parle de De Zerbi. Et enfin, Stefano Pioli aussi, peut-être que si on n'attrape pas, si le Milan n'attrape pas la Ligue des Champions, et ne fait pas une grosse performance en Champions League,
comme c'est prévu, hein, a priori, le Milan va pas passer les quarts de finale. Bah effectivement, je pense que Pioli risque d'aller voir ailleurs pour voir si on y est. Donc voilà. Donc moi, si on me demande en tant que fan, je prends Nagelsmann 100 fois au Milan. Je trouve que ce serait le coach trop bien pour nous, un coach innovant avec du charisme, qui sait développer les jeunes, etc. Super innovant en termes tactiques. Moi, je kiffe. En plus, je trouve qu'il a la classe, Nagelsmann. Donc voilà. Klopp, il a dit qu'il ferait une pause après Liverpool. Oui, il fera peut-être une pause après Liverpool si le Real l'appelle pas. Parce que tu peux faire des pauses après Liverpool, mais tu fais pas de pause s'il y a le Real qui t'appelle. Je pense pas. Hein. Franchement, je pense qu'aucun grand manager qui aime son métier, je pense que Jürgen Klopp aime son métier, dit non au Real quand on l'appelle. Personne l'a fait, tu dis oui. Quand le Real t'appelle, tu dis oui, et c'est normal, c'est le plus grand club du monde. Si tu veux un jour devenir vraiment toucher du doigt le sommet du management, il faut que tu ailles au Real, je pense. Donc voilà, je pense vraiment que, même si vous savez, voilà, que... Mais c'est quand même le plus grand club du monde, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, un petit peu la valse des entraîneurs, qui ne fait que commencer, hein, parce que je pense que à l'intersaison, ça va être la fête. Et puis voilà, donc on verra bien. On verra bien un petit peu ce que ça va donner. La nouvelle équipe de France. Bon, on a parlé quand même une bonne demi-heure des coachs, mais franchement, c'était un bon sujet. Moi, ça me passionne bien. J'adore les managers. Je trouve qu'ils ont un impact incroyable sur les clubs, de temps en temps bien plus que les joueurs. Hein. Je sais pas, le Milan ou le Napoli en est la preuve numéro 1, hein, par exemple. Hein. Je pense que c'est vraiment les coachs qui font la différence par rapport aux joueurs, finalement. Donc je sais que ça a énormément d'impact. Bon, après, je pourrais prendre d'autres équipes. Il n'y a pas que le Milan ou le Napoli, mais c'est les deux clubs, bien sûr, que je suis le plus cette année. Donc voilà, et qui ont des résultats. On va parler de la nouvelle équipe de France. Alors, cette nouvelle équipe de France, effectivement, est-ce qu'elle est nouvelle déjà ? Il y a eu beaucoup de départs, hein, de cadres, hein, Lloris, Varane, Pogba, retraite, hein, c'est ça, non Forza Juve, enfin, tu me diras. Donc voilà. Mais alors, juste un petit commentaire quand même de Forza Juve. Mon sujet, c'est que tu as vu ce qu'ils veulent faire en MLS pour Messi, incroyable. L'Inter de Miami veut le prendre, mais le problème, son salaire. Du coup, tous les autres clubs sont prêts à mettre la main à la poche pour que l'Inter Miami puisse l'avoir. Comme ça, cela donnerait une énorme visibilité en MLS. Non. Alors, j'ai pas vu ça. Je sais que Messi veut aller à l'Inter Miami. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il aurait des avantages fiscaux incroyables pour ses sociétés. En Floride, en l'occurrence. Et ce serait très très bien parce qu'il pourrait faire un consortium en Floride. Donc ça, c'est la motivation numéro 1. Motivation numéro 2, c'est que la Floride est une terre hispanique. Hein, donc voilà. Et motivation numéro 3, c'est que pour terminer sa carrière, la Floride, on a vu pire. donc voilà. Donc effectivement. Après, effectivement, la MLS est en plein développement. Il est possible qu'il fasse des dingueries. Et puis c'est une société privée, la MLS. Hein, c'est un petit peu comme la NBA. Donc ils sont capables de faire ce genre de choses. Ce qu'une fédération comme la Ligue 1, enfin une fédération française avec une délégation pour le football professionnel comme la Ligue 1 ne peut pas faire. Donc voilà, on ne peut pas demander à tous les clubs de partager pour acheter Neymar parce qu'on veut que Neymar joue au Paris Saint-Germain et ça donnera de la visibilité. C'est pas possible. Donc voilà, ça c'est la différence entre une ligue privée et effectivement le championnat de Ligue 1 ou la Serie A ou des choses comme ça. Donc oui, pour revenir à nos moutons, la nouvelle équipe de France, bah moi elle m'a séduite quand même. Alors déjà elle m'a séduite parce que c'est vrai, j'entendais Julien Cazard se foutre de la gueule de tous les goals de l'équipe de France depuis Raymond Kopa, qui n'ont jamais arrêté un penalty, et déjà on commence par la base, le gardien Mike Maignan, premier match, premier arrêt de penalty. Je pars écouter, forcément, moi je le vois tous les week-ends, mais Mike Maignan, c'est un charisme incroyable, un talent incroyable, incommensurable, pas que sur penalty, il dirige sa défense comme si, comme si c'était un taulier de 50 ans, et en plus il a même un impact sur le jeu, parce qu'en fait il empêche ses défenseurs de jouer sur sa surface. Pourquoi ? Parce que lui joue quasi au milieu de son propre terrain. Donc tu peux pas reculer quand t'as Mike Maignan dans tes cages. Donc ça, déjà, ça influence le jeu de ton équipe, son positionnement et puis son jeu au pied complètement incroyable. Là, en fait, on a upgradé plus 150 au niveau de l'équipe de France juste avec le gardien. Ensuite, la défense centrale,
qui est la défense centrale de la Coupe du Monde, mais c'est une défense centrale qui, moi, m'impressionne absolument et définitivement, c'est incroyable. Upamecano, Konaté, je trouve même que Konaté est au-dessus d'Upamecano. Konaté, c'est le défenseur central ultime en ce moment. Moi, franchement, il me ravit, c'est vraiment, j'adore voir jouer Konaté. À gauche, Théo Hernandez, probablement, et je dis pas ça par chauvinisme, probablement le meilleur latéral gauche du monde à l'heure actuelle. Potentiellement, allez, vous le mettez dans les 2 ou 3, je sais même pas qui sont les autres, mais bon, allez, je vous le concède, j'ai dû en oublier un ou deux, mais honnêtement, je vois pas quelqu'un au-dessus de lui, autant défensivement que offensivement, parce qu'on a l'impression que c'est juste un contre-attaquant, mais en fait, défensivement, il fait très très mal, parce qu'il est ultra puissant. Des fois, il touche un peu les fils, c'est tout. Mais sinon, à part ça, il est vraiment très très fort. À droite, il n'y a plus qu'à attendre Kaloulou, hein, mais bon, pour l'instant, il le recrute pas, il le prend pas, Didier, il est plutôt avec les espoirs. Mais bon, voilà. Au milieu du terrain, bon, Griezmann fait son trou. Au milieu du terrain, c'est peut-être l'endroit où je trouve qu'on n'est pas forcément super fort, mais bon, Tchouaméni, Griezmann, Rabiot, pour l'instant, ça fait le taf, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Rabiot fait quand même une très bonne saison, et ça fait déjà maintenant 2 saisons qu'il est plutôt bon. L'année dernière, je pense que c'était le meilleur joueur de la Juve. Cette année, bon, il y a d'autres joueurs que lui, mais il fait une excellente saison aussi, tant en équipe de France qu'avec la Juve. Griezmann, un petit peu digéré, hein, son non-capitanat, et fait des très bonnes prestations comme milieu récupérateur, relayeur en équipe de France, donc vraiment bien. Et Tchouaméni, il continue son petit bonhomme de chemin, probable qu'il va devenir un peu le boss du milieu de terrain, donc c'est plutôt pas mal. Après, en attaque, on a toujours un peu ce problème de numéro 9, hein, parce que finalement, on a du mal à remplacer Olivier Giroud. Mais en revanche, Kylian Mbappé fait des différences qui sont stratosphériques. C'est le meilleur joueur du monde. Il est devenu capitaine de l'équipe de France. Donc voilà. Après, les 2 personnes qui l'accompagnent, les Kolo Muani, Coman ou alors Giroud, des trucs comme ça. Bon, franchement, c'est pas terrible. Honnêtement, c'est pas terrible. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de mecs terribles pour lui? Tout ce qu'on leur demande, c'est de créer des espaces, c'est-à-dire de faire des appels croisés pour que Kylian puisse marquer des buts. Hein, le reste, on ne demande pas grand-chose. Donc moi, en tous les cas, je suis séduit par cette équipe de France. Est-ce qu'elle aura du banc? Est-ce qu'elle aura de la profondeur de banc? Ça, c'est pas sûr. Est-ce que le milieu de terrain va pouvoir rester le même qu'il est à l'heure actuelle? C'est pareil, c'est pas sûr. Kamavinga, on sait pas vraiment ce qu'il est. Pour Deschamps, il le voit plus comme un latéral gauche, mais par exemple ce soir il le fait jouer au milieu du terrain, donc c'est un petit peu flou, mais en tous les cas le 11, on va dire le 9, parce que si on retire les 2 attaquants, parce qu'en fait on sait pas trop qui c'est les 2 personnes qui accompagnent Olivier Giroud pour l'instant, mais si on retourne, parce qu'il y a aussi Dembélé qui est blessé, qui va revenir, donc on verra, mais le 9 de départ est très très fort, je trouve. Et puis après, il faudra trouver 2 accompagnants à Kylian Mbappé, mais ça, j'ai pas trop de doute entre les Diaby, entre les Dembélé, entre les Nkunku. Le truc, c'est qu'on n'a pas de numéro 9, d'accord? Ça, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas de vrai numéro 9 qui va fixer la défense, qui va pouvoir garder la balle haut, faire des déviations et tout. On n'a que Olivier Giroud qui a 37 ans. Donc ça, c'est le petit truc. Un petit tour dans les commentaires. Pogba, oui, il a pris sa retraite et même déjà un nouveau job d'influenceur. Ouais, absolument, c'est ça. Moi, je suis amoureux de Konaté. Quel joueur, il est tellement beau à voir jouer. Ouais, absolument. Et moi, ce que j'aime, c'est l'ambition qu'il a dans le jeu. Dès qu'il a la balle, c'est pas du tout un bourrin qui met un gros coup de savate dans la balle. Il perfore et il fait des passes qui cassent des lignes. Et ça, franchement, moi, c'est surtout ça. Et après, en plus, ses interventions, je les trouve chirurgicales, ultra puissantes, incroyables. Franchement, Konaté, pour moi, là, à l'heure actuelle, s'il n'avait pas Van Dijk, la fraude à côté de lui en ce moment à Liverpool, je vais vous dire, il ferait des trucs, mais incroyables. Et Loris, il était surcoté, je trouve. C'est son expérience et leadership qui lui valait sa place en équipe de France, mais derrière il y a des gardiens qui sont bien meilleurs que lui sur le terrain. Ouais, absolument, hein, c'est clair que Maignan et puis Lafont, alors je ne cite pas
volontairement Areola, qui pour moi n'est pas un gardien de haut niveau, c'est un bon gardien, mais de club un peu lambda. Il nous a prouvé que dès qu'il y avait de la pression, il n'existait plus, que ce soit au Real ou que ce soit au Paris Saint-Germain. Donc malheureusement, il a eu sa chance dans ces deux grands clubs, en tous les cas, club à forte pression, et il a explosé à chaque fois. Donc si un jour je dois commencer une compétition internationale avec Areola, je pense que je serai pas serein. Donc voilà. En revanche, Lafont, je trouve qu'il a vraiment du talent, donc voilà. Le point noir, c'est clairement le latéral droit pour moi. Là, c'est Pavard. Ouais, absolument. Et le truc, c'est que je pense sincèrement, et je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas le faire jouer, et je dis pas ça parce qu'il est milanais, mais Kalulu, c'est un latéral droit de dingue. Mais les gens se rendent pas compte à quel point il est fort, en fait. Franchement. Alors après, enfin, bon, bref. J'espère qu'un jour les gens se rendront compte. J'avais fait la même campagne pour Théo Hernandez. Tout le monde me disait que j'avais les yeux de l'amour pour lui. Alors oui, c'est vrai, j'ai les yeux de l'amour pour Théo Hernandez, mais je pense qu'il a fermé 2-3 bouches. Ça y est, on discute plus trop du fait que est-ce que Hernandez doit être titulaire à gauche. Vous direz la même chose certainement dans un an avec Kalulu à droite. Je vous le dis, je vous l'annonce. Voilà. Je connais un gars qui est un énorme fan de Liverpool. Il m'a dit qu'à Liverpool, les supporters l'adorent de fou. Konaté, trop bien. Tomori, Kalulu, 2 pays différents, mais jamais pris, je comprends pas. Ouais. Alors après, honnêtement, je pense quand même que Kalulu est plus fort que Tomori. Donc vraiment, Tomori, des fois, il a des trous. Kalulu, il n'a jamais de trous. Quasi. C'est une machine. Donc voilà. Et pareil, très très ambitieux dans le jeu, comme Konaté. Donc voilà. Enfin voilà, en tous les cas, oui, c'est une nouvelle équipe de France. Elle me hype, on va dire elle me fait envie, cette équipe de France. Et ouais, je suis en train de... Voilà, donc elle me hype, cette équipe de France, et j'aimerais bien voir un petit peu. Après, c'est ce qui va accompagner tous ces cadres qui la structure pour l'instant. Pour l'instant, je suis pas super serein là-dessus. Mais sinon, à part ça, j'aime beaucoup cette nouvelle équipe de France, parce qu'on peut parler d'un vrai deuxième cycle de l'équipe de France. Et celle-là, elle me fait même meilleure impression que la précédente, qui a déjà fait des prestations incroyables. Donc voilà. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce soir. Il est 21h10, on a fait 40 minutes. Écoutez, on a un petit peu débordé, mais c'est les entraîneurs. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère aussi que cette revue un peu d'effectifs de l'équipe de France vous a intéressé. En tous les cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à en parler avec vous. On se retrouve de toute façon jeudi soir pour un sujet complètement différent, mais je fais confiance au football. Il va m'en appeler plein, comme d'habitude. Et puis, en attendant, vous pouvez tout à fait me contacter sur Twitter, sur Instagram ou sur Twitch pour, je sais pas, par exemple, demander qu'on parle d'un sujet en particulier, vous abonner, me donner des idées, du feedback, et puis n'hésitez pas à nous noter aussi, à nous suivre sur Twitter, sur Instagram et puis sur Twitch, et aussi à nous écouter en podcast. Voilà. Merci beaucoup, et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao!